Même pas d'introduction. Bon, pourquoi est-ce qu'on n'a pas financé suffisamment de l'ENR aujourd'hui? C'est bien comment en matière. Merci d'être là pour écouter ces chers messieurs, acteurs de terrain, acteurs opérationnels dans le financement des énergies renouvelables ou dans le développement de projets. J'ai eu la chance d'échanger rapidement avec chacun d'entre vous, mais on va apprendre beaucoup de choses. On va aussi aller clairement sur, on aime bien appeler ça le nerf de la guerre, hein, comment on finance tous ces projets. C'est irrigué dans l'ensemble des tables rondes, si je puis dire, hein, la question de comment on finance la transition énergétique. Mais là, on va pouvoir entrer dans quelques détails. Je vais demander, comme d'habitude, une très bonne bienveillance de la salle, parce que c'est pas un exercice facile de savoir répondre à toutes les questions, d'anticiper les préoccupations des uns et des autres. On est beaucoup de professionnels dans la salle, mais aussi nombreux étudiants. Bonjour aux étudiants, merci d'être là. Le grand public au sens large. Moi, je suis néophyte sur plein de sujets, donc ça tombe bien. Moi, je vais pouvoir vérifier que la vulgarisation est aussi possible de temps en temps. Merci, messieurs. Je vais me tourner en premier. Si vous, enfin, il y a pas de, parce que franchement, il y a une très belle complémentarité hein, dans les intervenants que nous avons. Je vais me tourner en premier vers Yann Gezel, qui travaille à la Banque Populaire. Et je vais d'abord présenter tout le monde, mais c'est vers vous que je vais me tourner en premier sur une question générale sur le financement des énergies renouvelables. Mais on est en présence donc de Jean-Paul Duhamel, qui est directeur général de Crédit Agricole Transition Énergie. Merci beaucoup d'être là. On ne va pas juste parler du financement des ENR, mais même de la fourniture d'énergie. Ça, c'est super intéressant du côté de Crédit Agricole. Frédéric Blanc du groupe Silverson dans le développement de projets. Donc là, on est vraiment dans le côté opérationnel du développement des ENR sur le terrain. J'ai mentionné Yann Gezel de la Banque Populaire, financement de projets énergie et environnement. Et puis Erwan Boumar, président d'Énergie Partagée. Et là, on est vraiment dans quelque chose d'intéressant, d'implication citoyenne dans le financement des ENR. Merci d'être là, chers messieurs. Yann, c'est quoi votre interprétation aujourd'hui de la question financement des ENR? Quelle solution devrait-on généraliser? N'hésitez pas à dire évidemment comment la Banque Populaire essaye justement de contribuer à cette accélération des solutions. Très clair, merci. Donc Yann, je suis le directeur des financements d'énergie pour la Banque Populaire à Nantes et on intervient sur beaucoup de banques populaires en France, hein, sur du financement de projet. Donc le financement de projet, vous savez sans doute ce que c'est des crédits structurés qui permettent de réunir plusieurs banques pour des projets de 5 à 100 millions d'euros. Et bien sûr dans le solaire photovoltaïque, l'éolien. Le biogaz, nous on a beaucoup travaillé sur le biogaz en particulier, ce qui fait qu'on a plus de 500 millions d'engagements aujourd'hui sur les ENR. Donc effectivement, pour répondre à la question, on est quand même en phase de l'accélération, ça on peut le noter, et les banques d'une manière générale, et le groupe BPCE prend sa part, hein, donc toutes les caisses d'épargne et les banques populaires, pour massivement mettre de la dette bancaire sur des projets. Les difficultés aujourd'hui, c'est qu'il y a pas mal de choses assez innovantes, on en parlait tout à l'heure. Donc non plus, on quitte petit à petit des projets d'obligation d'achat pour les spécialistes, et on va vers des nouveaux contrats d'énergie notamment. Et ça, bon, on y va, nous aussi, les banques, mais ça peut poser quelques difficultés d'adaptation, notamment juridiques. On parle aussi d'autoconsommation collective. Donc là encore, il faut innover en matière d'ajustement juridique et de mettre au point les process. Et il y a beaucoup de sujets nouveaux qui nécessitent d'avoir, nous, chez les financeurs, des équipes d'experts très affûtés qui ont l'habitude et qui permettent de délivrer et d'exécuter les projets. Voilà, en introduction, mais il y a un enjeu, les banques sont mobilisées, et bien souvent, ce qui freine, c'est pas tant les financeurs, c'est souvent l'acceptation locale, sociétale. Et ça, depuis 2-3 ans, ça s'arrange pas trop quand même, y compris sur l'éolien et le biogaz, hein, qui était assez épargné jusqu'à présent. Mais on a beaucoup de projets biogaz en France qui sont sous le coup des recours. Alors il y a des solutions, hein, il y a même des assureurs qui peuvent intervenir, mais ça nous complique un peu la tâche, nous, financeurs.
Et on s'adapte en fait à des freins qui sont extérieurs aux porteurs du projet. On essaie de s'adapter à des freins. Voilà. Je vous remercie Yann Guézel, parce qu'en plus, non seulement vous faites une très bonne introduction, mais vous êtes concis, ça permet vraiment de garder la chose dynamique. Merci à vous, on reviendra. J'ai noté sur cette question d'acceptabilité locale des projets, il faudra qu'on y revienne absolument. Je vais continuer dans ce sens, parce que vous me permettez de faire la transition. Vous avez mentionné des systèmes aussi d'autoconsommation collective. Ça me fait penser à l'implication de plusieurs parties prenantes sur le terrain, dont les citoyens. Ça va me permettre ainsi d'interroger Erwan Boumard d'Énergie Partagée sur comment vous interprétez cette question du financement des ENR, plus largement de l'implication des citoyens, parce que c'est très pertinent pour Énergie Partagée. Oui, tout à fait. Vous m'entendez bien là? Donc, Énergie Partagée, c'est un mouvement national qui s'inscrit dans des dynamiques européennes, des fédérations, notamment RESCOP de coopératives, qui aident les citoyens, les collectivités à s'investir, pas uniquement d'un point de vue financier, mais aussi humainement, et à définir leur propre projet d'énergie non renouvelable. Donc, aujourd'hui, pour rebondir sur ce que Yann a introduit, globalement, on est plutôt en manque de projets à financer qu'en financement. Mais nous, par exemple, si on regarde le financement des citoyens, il y a beaucoup de plateformes de crowdfunding, des choses où c'est facile, en 3 clics, de financer, d'orienter l'épargne sur ces projets-là. Nous, notre volonté côté énergie partagée, c'est pas uniquement d'apporter des financements, mais c'est vraiment de participer à la transition pour que les citoyens, les territoires soient acteurs et donc rentrent dans la gouvernance. Donc l'effort pour nous, c'est d'impliquer les citoyens dans le risque entrepreneurial et la dynamique du projet local. Donc nous, notre posture qui a clairement été appuyée depuis 10 ans par l'ADEME, par les régions, et non seulement de financer des projets, et donc effectivement on a des spécificités, puisqu'on fait beaucoup de financement avec plusieurs parties. Il y a les citoyens, il y a les collectivités, il y a les développeurs privés. Et donc en fait, l'idée dans les projets que porte Énergie Partagée et que soutient Énergie Partagée, c'est que tout le monde s'entende, que tout le monde travaille en transparence sur c'est quoi les enjeux d'acceptabilité, des enjeux de financement. Donc on voit effectivement il y a beaucoup de nouvelles dimensions qui sont portées pour définir au mieux, pour faire des projets qui soient non seulement financés, mais aujourd'hui sur les territoires, beaucoup de projets d'énergie renouvelable sont vus comme des véhicules financiers. Donc on essaye, nous, d'humaniser, de remettre l'humain, de remettre le sens dans ces projets pour que notamment ces projets délivrent de la valeur locale en priorité. Donc ça veut dire choisir des prestataires locaux, ça veut dire de l'épargne locale, des banques locales aussi, ça fait aussi partie du sujet, et de participer à la transition. Donc on a des projets qui financent de la sensibilisation sur les véhicules électriques, on a des projets qui font de la sensibilisation sur la MDE. Énergie partagée, en fait, s'intègre aussi dans une vision négawatt qui, au-delà de produire de l'énergie, il faut aussi sensibiliser, faire en sorte que les populations participent à la maîtrise de l'énergie. Donc il y a tous ces différents aspects qui sont portés derrière notre financement par les citoyens de l'énergie citoyenne en France. Très intéressant. Merci aussi pour... vous êtes super dans l'exercice de concision, mais on a plein de temps ensemble. Hein, donc, je veux pas... Merci beaucoup, Erwan, parce que... Et MDE, maîtrise de la demande d'énergie, on est d'accord, mais vous l'avez dit juste après. J'aime bien toujours rappeler les acronymes. C'est super intéressant. Là, c'est vraiment une diversité de sources de financement. Mais surtout, c'est l'implication citoyenne qui est vraiment à noter. J'aimerais qu'on revienne là-dessus. Monsieur Blanc, vous êtes à Silverson sur le terrain. Difficile de ne pas rentrer directement dans une question sur les freins, parce que vous, la question du financement, c'est pas que c'est moins votre métier, mais vous êtes vraiment là, on développe les projets. Donc peut-être que si je vous pose la question directement sur c'est quoi les solutions, vous allez plus évoquer les freins, mais je vous donne un propos introductif, monsieur, et aussi n'hésitez pas à rappeler ce que fait Silverson, bien sûr. Merci, donc bonjour à tous, je suis le président du groupe Silverson.
Notre spécificité, c'est qu'on a intégré la totalité des métiers du photovoltaïque au sein de notre entreprise. Donc on a la chance de pouvoir développer, commercialiser, construire en interne, exploiter et maintenir les projets, ce qui nous donne une vision très large et très claire du terrain. Nous avons également la possibilité de fournir des projets en clé en main à nos clients et également en tiers investissement. Donc nous, on a vu durant les 5 dernières années une vraie évolution en termes d'irrigation. J'ai bien aimé ce mot-là tout à l'heure parce qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir des partenaires bancaires qui ont vraiment fait un reset il y a à peu près 2 ans et qui ont mis table rase sur tous les concepts qu'on avait en tête et qui se sont tous mis à la disposition des développeurs de projets. Et aujourd'hui, on a la chance en France d'avoir véritablement une vraie capacité de financement. Ça, c'est un point très positif. Je tenais à le soulever parce qu'il est vrai qu'on a les moyens de réaliser nos objectifs. Ça, c'est un point très, très, très important et très positif auquel je voulais mettre l'accent dès l'introduction. Le deuxième sujet fondamental, c'est qu'aujourd'hui, il existe presque des dizaines de modalités de financement d'un projet. Donc nous, on est spécialisé dans le photovoltaïque. Je me permettrai de faire l'accent sur celui-ci, mais à la limite, ça se duplique également sur les autres formats. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il existe le modèle traditionnel, le tiers investisseur en revente, voilà, qu'on connaît tous, avec location de toiture. Mais il y a également les modèles d'autoconso collective, de tiers investissement en direct, où on peut proposer du kilowattheure fixe à des gros consommateurs d'électricité pendant des très longues durées. Et c'est un travail au quotidien qu'on fait avec nos banques, parce qu'en effet, vous avez des périmètres qui évoluent, qui changent. Ce n'est pas forcément le tarif d'achat. Mais aujourd'hui, je tiens à dire en conclusion de cette introduction que le système est très sain, il est vertueux. Il peut se financer via des fonds privés, via des fonds publics, mais également de manière très saine, sans subvention. Je tiens à le dire, parce qu'en France, on a ce fléau de la subvention, et moi je suis pas un partisan de la subvention, parce que j'estime que mettre une activité sous perfusion, ça peut être dangereux sur le long terme. C'est bien à un moment donné quand on veut initier. Mais aujourd'hui, on a la chance en France d'avoir cette capacité de financer une activité vertueuse avec des vrais partenaires, donc c'est très positif. Merci beaucoup, Monsieur Blanc. Je vais adorer le deuxième tour de table parce que pour l'instant, vous nous donnez beaucoup d'optimisme. Et après, je vous demande, c'est quoi les problèmes alors? Parce que Monsieur Boumard qui dit qu'on est en manque de projets, on trouve les financements. Moi, je suis super motivé par ce constat. Sur l'évolution et par contre l'acceptabilité sociale peut-être mentionnée par la Banque Populaire. Et là, vous dites, Monsieur Blanc, qu'on a des dizaines de modèles de financement. Et là, on va découvrir que non seulement le Crédit Agricole, vous êtes sur ces questions et sur une préoccupation de lutte contre le changement climatique depuis des années, mais en plus, vous allez vous positionner sur la fourniture d'énergie. Oui, effectivement. Merci Henri, merci pour l'invitation. Peut-être oui, pour préciser les choses, parce que nous, on est tout récent, Crédit Agricole Transition Énergie. En fait, c'est une réponse du groupe Crédit Agricole à ses engagements, très simplement. Ces engagements, ils sont de 3 ordres. Décarboner l'économie, et donc engager les plans de transition qui vont avec. La deuxième, c'est un caractère très inclusif de ces transitions, parce qu'il y a une chose qu'on aura sûrement l'occasion de développer, c'est que la transition, il faut que ça soit pour tout le monde et pas que pour certains qui auraient le privilège justement d'avoir des solutions pour se décarboner. Et puis la troisième idée, c'est que dans nos engagements de sortir des énergies fossiles, on a parallèlement la volonté d'accélérer sur les énergies renouvelables. Et c'est en ça que, et c'est pas du tout une page commerciale, puisqu'on a pu, dans le quart d'heure qui a précédé, partager le fait qu'on était sur des projets ensemble, hein, donc il y a de la place pour tout le monde et on travaille très régulièrement ensemble, mais il est évident que pour nous, Crédit Agricole, quand on est la banque d'un Français sur 3, quand on est le premier financeur de l'économie française, la question de l'avenir de nos territoires et de ces changements, elle est fondamentale. Et donc, on a souhaité, à travers la création de cette entité, cette verticale métier, faire plus que ce qu'on faisait jusqu'à présent. Alors, il y a quelque chose qu'on partage totalement avec Yann, et on est souvent sur des projets ensemble avec la Banque Populaire, avec les caisses d'épargne, c'est le financement des projets. Et donc, on se retrouve très souvent à soutenir Silversun et en associant énergie partagée. Mais ce qu'on a voulu faire en plus, j'ai envie de dire, c'est 2 activités. Une première qui est, ce que je vous disais, l'accompagnement de conseils
pour aider du particulier à la grande entreprise à accepter et à faire cette transition. Donc pour des particuliers, c'est assez basiquement autour de la rénovation énergétique, ça peut être autour de la mobilité. Et puis sur les entreprises, vous le savez sûrement, et je ne prononce pas un gros mot, en tout cas c'est un acronyme, mais avec la CSRD, dès qu'on va dans le milieu des entreprises, il y a des nouvelles obligations qui s'imposent. Et là, ils ont besoin très concrètement de faire évoluer leurs pratiques, ce qu'on appelle les scope 1, scope 2, voire scope 3. Et donc, on travaille sur ces choses-là avec eux, avec des partenaires qu'on a choisis, en particulier un partenaire conseil qui s'appelle R3. Et puis, là où Henri me passait le témoin sur le sujet, c'est qu'on a décidé de mobiliser 1 milliard d'euros pour participer précisément à l'accroissement des capacités d'énergie renouvelable en France, mais avec des logiques très locales, pour le coup. En faisant ça, on devient effectivement un producteur. On n'est pas constructeur, on aura besoin des équipes de Silversun ou d'autres développeurs pour monter nos projets, et on va jusqu'à la fourniture avec une logique qui est le circuit court et les logiques territoriales. Et c'est en ça qu'on est très proche aussi de l'approche d'énergie partagée. Et ça, on va le faire avec une start-up rouennaise que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle Selfie, qui est un agrégateur et fournisseur d'électricité. Donc c'est un engagement fort, mais voilà, qui est très cohérent avec nos engagements groupes. Vous mettez sur un nouveau métier qui est de produire et de fournir l'énergie. C'est exactement ça. Ça va être un super échange, je pense, parce que non seulement il y a des choses techniques à voir, mais aussi discuter de manière très ouverte sur comment est-ce que plus d'argent vont dans ces choses-là, mais aussi plus de projets. J'aimerais faire un tour de table maintenant sur les freins. Je veux bien refaire dans le même ordre parce que c'était très agréable, vous avez été super dans l'exercice de concision. Monsieur Guézel, là aujourd'hui, l'acceptabilité locale, est-ce qu'on peut parler un tout petit peu de ça? Est-ce qu'il y a d'autres freins que vous voulez aborder sur le financement des ENR? Oui, alors effectivement, je fais peut-être une petite parenthèse pour rebondir ce qu'a dit mon collègue Jean-Paul sur l'ADN des banques, notamment des banques mutualistes comme nous, Crédit Agricole, Banque Populaire, etc., les caisses d'épargne. C'est qu'on est une banque dont la responsabilité est de développer le territoire. Déjà, je pense que c'est important de repartir par le haut. Et nos comités de direction et les comités de crédit ont vraiment cet ADN-là. Donc quand on développe, on a parlé d'économie circulaire, d'économie locale avec les citoyens, quel que soit le type d'énergie d'ailleurs. Donc nous, on a cette responsabilité-là. Donc on va essayer de toute manière de lever les freins. Et c'est pour ça que ça a du sens d'associer énergie partagée, par exemple, avec les citoyens, avec les SEM d'énergie locale, les collectivités, etc. Voilà. Donc nous, on est très branchés sur ce soutien-là, quel que soit le segment d'ailleurs, sur le segment des PME, des particuliers ou des grands sponsors du monde de l'énergie. Donc il faut apporter une réponse adaptée aux différents segments. Si c'est une PME qui va faire une toiture solaire, ça c'est assez simple pour nous parce qu'on connaît bien le client, on a l'habitude de travailler avec lui, on va lui faire une toiture solaire mais sans aucun problème. Là il y a très peu de freins en fait. Si c'est des gros projets de 30 ou 50 millions en éolien ou biogaz, etc., là c'est beaucoup plus compliqué. Parce que ça ne nous appartient pas. Les freins, ils viennent de partout. Et Erwan l'a dit aussi, c'est pas nous. Maintenant, nous, on peut aider quand même parce que on va délivrer des lettres d'intérêt pour convaincre les instances publiques. L'ADEME, la région. On va même quelquefois participer à des discussions avec la région, si c'est nécessaire. Donc, il y a des freins, et je pense que pour les lever, il faut que les porteurs de projets soient accompagnés aussi par des sachants de l'acceptation sociale, par exemple, en faisant des vraies démarches d'acceptation en amont et pas se retrouver face à des murs le moment venu. Donc ça peut être
une possibilité, mais là, encore une fois, nous, on n'a pas à faire, nous, banque, on n'a pas forcément à faire d'ingérence dans la gouvernance des projets. On doit faire attention aussi, hein, même si on est assez militant, parce qu'on est passionné aussi des projets. Donc, mais voilà, avec la limite qu'un établissement bancaire n'a pas à faire d'ingérence sur les projets. Moi, ça m'est arrivé de recevoir des lettres de citoyens en disant si vous financez tel projet, on sait que vous êtes sur le projet, eh ben, on est plusieurs, on va fermer les comptes à la Banque Pop. Voilà. Donc les courriers, on les reçoit, bien sûr, mais on ne donne pas suite parce que, qu'est-ce que je voulais que je vous le dise, nous, on fait notre métier. Quand j'ai une équipe qui travaille sur un projet de 50 millions et qu'on reçoit un citoyen qui nous dit « c'est pas bien ce que vous faites », non, enfin, ça ne marche pas comme ça. Oui. Donc on ne va pas répondre. Est-ce que ça peut être l'occasion de me tourner vers Erwan Boumard sur ce sujet-là, mais n'hésitez pas tous les deux à répondre. Comment ça fonctionne, des exemples de quand ça fonctionne bien, justement, une gouvernance locale dans un projet où il y a une forte acceptabilité. J'imagine quand vous réussissez à mobiliser du financement citoyen, peut-être que ça augmente justement la capacité de l'ensemble de la population sur le territoire à accepter, apprécier un projet. Oui, alors c'est effectivement tous les enjeux qu'on a, nous, côté énergie partagée. C'est-à-dire qu'en impliquant le territoire assez tôt, on a une bien meilleure acceptation du projet. Après, on voit bien que l'opposition au projet, elle est pas obligatoirement très locale, elle est aussi conceptuelle avec des gens qui arrivent sur le territoire qui veulent s'opposer de façon un peu théorique à telle ou telle énergie. Que ce soit pour des raisons politiques, parce qu'ils savent que ça peut être un poil à gratter, ou des raisons idéologiques sur la partie énergétique. Donc, nous, notre posture, elle n'est pas de dire on va convaincre tout le monde et on vous donne l'assurance de ne pas aller, d'avoir des projets sans recours. L'idée, elle est d'animer le débat, d'entendre aussi les oppositions. Il y a des oppositions qui sont en fait des points d'attention sur lesquels, effectivement, il faut prendre le temps de la concertation, d'expliquer et puis d'inclure ces retours-là, nous, dans la définition des projets. C'est pour ça que dans les projets qu'on porte, et c'est important que les citoyens, le territoire soient là dès le début, il y ait ces sas de discussion avec le territoire pour qu'après, même s'il y a de l'opposition, on va dire, plus technique, il y ait une partie de la population qui dise « bah oui, en fait, on veut ce projet-là ». Et donc, ne pas avoir qu'un seul son de cloche. Parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile pour les collectivités, pour les maires, d'être les seuls défenseurs, de se prendre tous les coups quand ils sont d'accord pour développer dans leur politique locale des énergies renouvelables qui vont faire polémique. Et donc, l'idée, c'est d'y aller ensemble, aller avec les communes. Il faut absolument que les communes soient porteurs du projet, les communautés de communes aussi, et puis les citoyens, pour que collectivement, on porte un projet. Et on ne va pas porter un projet de dire on veut faire de l'éolien. On va dire c'est quoi l'objectif de la communauté de communes dans sa dynamique énergétique. Est-ce qu'on veut faire un territoire à énergie positive? Est-ce qu'on veut juste couvrir en local ce qu'on consomme? Et après, on voit effectivement les différentes énergies. C'est au territoire de choisir. Donc, il y a plein d'outils de politique publique pour définir, mais encore faut-il que le territoire se saisisse et les citoyens se saisissent des sujets. Donc, une fois qu'on a fait ce travail-là, on n'a pas embarqué positivement toute la population, mais au moins les gens sont montés en compétences. Et pour nous, l'éducation populaire aussi des enjeux de la transition énergétique, soit d'un point de vue technique, d'un point de vue financier, ça fait partie de ces éléments-là qu'on pose pendant le développement. Quand on arrive avec un projet en disant bon bah dans 1 an, dans 6 mois, on construit le projet, c'est évident que la population ne va pas réagir de la façon la plus positive si on n'a pas associé la population en amont. Donc il y a un vrai enjeu à discuter, à écouter aussi les freins, il y a plein de choses. Et après, puisque la question c'est les freins, on a des injonctions complètement contradictoires. On peut avoir des territoires qui disent bon bah ok, moi je veux un projet de 3-4 mâts d'éoliennes et positionné comme ça parce que d'un point de vue paysager
d'un point de vue acceptation locale, ça fait du sens. Et quand on va voir les services instructeurs, l'État, qui disent bah non, nous, notre politique, ce qu'on a défini dans les lignes paysagères, c'est on veut des parcs complètement alignés. Et donc là, on leur dit bah oui, mais localement, on veut quelque chose de différent. Bah non. En fait, on se heurte des fois à des politiques départementales ou régionales qui sont pour nous complètement hors sol. Quand on a posé la question, c'était en Pays de Loire, de se dire bah, qui a défini cette logique-là? Est-ce qu'on peut discuter avec le paysagiste? Qu'est-ce qu'on nous a répondu? On nous a répondu ah ben on est passé par un contrat, un marché. Le paysagiste, il habite à Marseille, donc il vient une fois tous les 6 mois. Qu'est-ce qu'il connaît en fait des paysages et de la culture en Loire-Atlantique, quoi. Bon bah voilà, on a des choses qui sont complètement de manière concrète, c'est au conseil départemental, au conseil régional ou à l'État que il y a une mainmise sur le développement de projets locaux. C'est l'État par les préfectures qui donnent les autorisations. Et donc, le discours, une fois qu'on a défini notre projet localement, c'est avec les services de l'État. Et donc, il y a plusieurs dimensions. Il y a la partie paysagère, il y a la partie énergie qu'il faut discuter. Du coup, là, on voit bien qu'en fait, on n'a pas décentralisé, on ne redonne pas le pouvoir au local pour décider. Donc, pour nous, c'est un point très fort d'attention. Est-ce que votre expérience, Monsieur Blanc, est similaire dans le développement de projets, parfois des difficultés de mettre en place un projet parce que soit une politique nationale ou territoriale plus en grande échelle vient entraver et aussi une manière plus simple, est-ce qu'il y a un souci de lenteur administrative ou de lourdeur administrative? Je ne veux pas dire un cliché, mais je pense que c'est important de l'aborder, parce que l'accès au financement, c'est un minimum, je pense, d'administratif et de temps. Un commentaire là-dessus, je pense, se mérite dans cette discussion. Question fondamentale, et c'est très clair. Autant j'ai été très positif sur l'introduction, là je vais être un peu plus punchy, mais dans le mauvais sens malheureusement. En tant qu'entrepreneur, je vais être très clair, on vit l'enfer au quotidien, et je pense que dans la salle, certains me rejoindront. On a aujourd'hui des problématiques de formalité pour un projet. Alors en toiture, il faut savoir qu'aujourd'hui un projet en toiture qui fait 500-600 mètres carrés, il ne peut quasiment pas sortir en moins de 12-18 mois. C'est quasiment impossible. Donc du PV. Du PV, oui. Excusez-moi. Donc c'est vrai qu'il faut se rendre compte de ça. J'ai eu la chance de participer à la conférence du président Obama. Il y a quand même une notion de rythmique et de vitesse qu'il faut quand même que tout le monde tienne en compte. Aujourd'hui, on a la chance, c'est une activité où il y a la place pour tout le monde, mais il faut arrêter de toujours théoriser les problèmes. À un moment donné, il faut quand même se donner du bon sens. Le bon sens, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, je dépose un projet à Aix-en-Provence, dans la zone d'activité d'Aix-les-Milles. Certains les connaissent peut-être. C'est une zone commerciale qui n'a aucun intérêt, comme toutes les zones commerciales, les zones d'activité. Et j'ai des refus directs sur des bâtiments dans cette zone commerciale, parce qu'à 500 mètres, j'ai un clocher classé qui fait 5 mètres de haut. Et j'ai refus direct. J'ai déposé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et je vous donne la conclusion quand même pour vous dire jusqu'où on va. Je suis allé voir l'urbanisme, les architectes des bâtiments de France. Ils m'ont demandé de peindre le bâtiment en noir, avec les problématiques d'énergie que vous connaissez derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une politique RSE, c'est une grosse boîte locale, où les gens se disent, moi j'ai besoin dessous d'économiser du chauffage et tout. Là, on me dit l'été, je vais mettre la clim à fond parce que je vais peindre mon bâtiment en noir. Je veux dire, on est sur une aberration. J'ai eu un refus là, il y a 2 jours sur un bâtiment agricole dans le Vercors. Parce que dans le PLU, écoutez bien, on m'a dit... Le plan local d'urbanisme. Le plan local d'urbanisme, que je devais intégrer les panneaux, c'est-à-dire faire l'intégration, ce qui a failli faire couler la filière il y a 10 ans, juste pour se rappeler. L'intégration des panneaux, c'était ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire que l'État nous avait obligés à faire des bassines sur les toits pour que les panneaux soient dans le même plan que les tuiles. On s'est aperçu malheureusement qu'au bout de 10 ans, cette bassine, elle fissurait parce que c'était un plastique et qu'il y avait des fuites partout. La filière a failli couler avec les assureurs. Et aujourd'hui, on me dit, dans un PLU, il y a un bureau d'études qui a dit il faut que les panneaux soient dans le même plan que la toiture, sur un bac acier, ce qui est techniquement impossible.
Et j'ai un refus, un projet de 500 kilos sur une commune où il n'y a pas un panneau, où on pourrait basculer, c'est un petit village, on pourrait basculer en énergie positive juste avec ce projet. Donc là, on est vraiment dans une aberration totale et dans une désynchronisation entre le discours politique et ce que vous évoquiez tout à l'heure, ce qui se passe au niveau administratif dans nos instances. Il y a une vraie problématique et il faut à un moment donné qu'il y ait une impulsion. À un moment donné, il faut donner une faveur, une priorité sur des projets en toiture, sur des projets en bâtiment agricole, qu'on discute de parcs éoliens, qu'on discute de champs au sol, parce qu'on sait qu'il y a d'autres enjeux écologiques plus forts, pas de problème. Mais sur du foncier disponible, il faut qu'on arrête de discuter là-dessus. Voilà, ça c'est vraiment le point noir. Et juste pour, Oui, je vous en prie, pour pas trop caricaturer, en fait le problème c'est que les services instructeurs n'ont pas obligatoirement les compétences, n'ont pas obligatoirement les équipes pour le faire. En fait, on se retrouve avec des gens qui sont submergés de dossiers, qui ont des injonctions contradictoires aussi d'un point de vue politique ou juste administratif, qui ne comprennent pas. Donc il y a un vrai effort aussi de l'État et des régions à mobiliser de l'expertise et monter en compétences là-dessus. Parce qu'il y a vraiment, les deux cas que tu viens de citer sont assez simples. Mais en fait, on n'a pas d'interlocuteur en face pour prendre le recul, analyser et passer à l'action. Oui, en fait, c'est peut-être une question difficile si vous n'avez pas aucune inquiétude, mais est-ce que ça voudrait dire peut-être plus de personnes ou juste plus de formation qui s'inspirent d'expériences du terrain, un peu plus ou est-ce qu'il y a un blocage aussi culturel sur l'esthétisme des énergies renouvelables? C'est le sujet. Il y a les deux en fait. D'accord. Il y a des voilà, vous voyez bien que les grands défenseurs du patrimoine en France, bien médiatisés, ne sont pas vraiment pro-NR. Voilà. Moi, je l'ai déjà dit dans une autre table ronde, j'ai fait la critique, je ne vais pas la refaire, mais parce que Stéphane Bern n'est pas là pour se défendre. Monsieur Duhamel, parlez des freins que vous vivez au Crédit Agricole sur le développement des ENR, le financement des ENR. Non, mais c'est intéressant parce qu'on a partagé justement une action de Stéphane Bern juste avant en discutant. Peut-être, oui, juste sur les freins, en fait, les trois grands dénominateurs, il y en a d'autres, hein, mais les trois grands dénominateurs qu'on retrouve à chaque fois, le premier, c'est l'acceptabilité, on est bien d'accord, et ça a été pas mal détaillé, mais faut qu'on en ait tous bien conscience. Les éoliennes, tout le monde trouve ça magique pour ce que ça produit, et ainsi de suite, mais personne ne veut l'avoir dans sa commune ou très près de lui. Donc premier sujet, acceptabilité de ces choses-là. Et je pense que c'est Erwan qui a insisté là-dessus, il y a un gros travail de pédagogie, de prise de conscience, de vulgarisation, de combattre les idées reçues sur ces technologies. Et pour mieux connaître encore le biogaz, il y a tellement de choses qui sont dites à tort et à travers sur le biogaz que voilà, on a un vrai travail à faire sur ce point. Le deuxième grand dénominateur, c'est plutôt ce que Frédéric a évoqué, c'est tous ces mots qui commencent par un IN, pardon, injonction paradoxale, incohérence, quand on est sur le plan administratif, et donc tout ce qui amène de la durée dans la réalisation des projets, voire même des stop and go, hein, on en parlait tout à l'heure, mais la méthanisation est dans une période où on est plutôt dans le stop, et alors qu'on a beaucoup de projets qui pourraient repartir, et heureusement, mais on a aussi parlé de photovoltaïque juste avant, avec l'exemple qui vient d'être cité sur l'intégration. On voit bien qu'il y a une difficulté à appréhender ces sujets, et souvent par un manque de compétences. Là où je veux peut-être défendre un tout petit peu ce point-là quand même, c'est aussi les évolutions technologiques, les évolutions même plus générales. On voit bien que on a toujours peur de la part de telle ou telle instance, enfin de telle ou telle autorité, de prendre une décision trop engageante parce que ça va bouger, parce que ça va être reproché. Mais, et ça c'est un peu pour voir le verre à moitié plein, sur le sujet, il y a quand même le verre à moitié vide, et la démagogie, les injonctions paradoxales sont quand même à l'œuvre très souvent. C'est quand même un vrai problème sur le sujet. Et le troisième dénominateur, et on a le temps d'en parler, hein, c'est évidemment la dimension économique. D'ailleurs, quand cette semaine, hein, on nous dit mais qu'est-ce qui fait que les financiers ne financent pas les projets non rentables ? Moi, je tombe de ma chaise. Hein. Se dire que maintenant, il faudrait qu'on supporte des projets non rentables, on en vient à ce que Frédéric disait juste avant.
on veut rentrer dans un monde subventionné sur ce territoire-là. Ça, moi, j'y crois pas plus que Frédéric. Je pense qu'on doit aller vers des projets rentables. Et c'est vrai que il y a des aléas qui peuvent perturber le moment. Hein. L'inflation qu'on a connue post-guerre en Ukraine, enfin, elle est encore active, hein, bien entendu, mais ça a joué parce qu'il y a une hausse des taux, parce qu'il y a une hausse des matières premières, une hausse du coût du travail. Mais au bout du bout, on a quand même la place, je pense qu'on vous a fait partager notre optimisme, pour créer des projets rentables qui font du sens. Mais il faut commencer par le début, l'acceptabilité, et là, on a un vrai sujet. Je vais faire balader le micro dans la salle dans quelques instants pour que vous ayez l'opportunité de poser des questions. J'ai juste un petit exercice à vous poser, demander. Est-ce que vous pouvez juste donner chacun un exemple de projet et du financement qui va avec un projet réussi, qui peut être typique des projets que vous financez ou atypique, peu importe, juste pour que ce soit concret dans la salle. Quand on parle de financement des énergies renouvelables, c'est telle somme pour tel type de projet, et ça c'est un projet qui a bien marché. Peut-être commencer avec Erwan, parce que c'est très, pour que ce soit concret pour chacun et chacune, et après vous levez la main et on va poser des questions. Donc assez rapidement, mais je trouve ça chouette. Ouais, donc rapidement, pour le dernier projet qu'on a financé avec BPGO, c'est un parc éolien. Les citoyens ont décidé, il y a une dizaine d'années, de faire les études et de porter un parc tout seul. Donc, premièrement, ils ont financé, en mettant de l'argent à risque, à peu près 200 000 euros pour avoir des autorisations de construire un parc éolien. Donc là, en fait, on est dans la première phase où on a un risque assez important, mais l'envie des citoyens, c'était de faire un projet ensemble. Grosso modo, ils ont mis chacun 2 000 euros. Et on a eu une belle dynamique avec une centaine de personnes qui, à Retier, ont développé le projet. Après, c'est parti dans les recours. Parce qu'il y a eu des oppositions qu'on a mis 6 ans à lever. On a eu des tarifs d'achat. Et là, les citoyens ont dit, en début d'année, c'est un projet beau, mais là, en fait, nous, on est usés au bout de 10 ans pour se battre pour retrouver un tarif d'achat parce que le tarif d'achat était plus bon, se battre contre Enedis pour avoir une réactivité pour donner, et donc ils ont voulu vendre le projet. On s'est positionné avec, puisqu'on suivait le projet depuis longtemps, avec des SEM, donc la Energive, le CIPENR, qui est une SEM de Paris Energive, c'est la SEM du syndicat 35, pour financer le projet. Et donc on a depuis racheté en fait 60%, 40% reste aux citoyens, 60% c'est 20% Energive, 20% CIPENR et 20% énergie partagée pour finir le développement et le construire. Et là en fait on vient de faire le closing financier, donc la négociation avec les banques. On a été chercher une banque qui soit en capacité d'entendre cette dynamique collaborative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un sponsor qui prend la responsabilité, c'est dilué. Le plus gros actionnaire, ce sont les citoyens, donc ça peut aussi être un point d'attention. Et on est parti aussi sur des choses innovantes, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des contrats encore en mécanisme de soutien, mais la volonté locale, c'était de faire de l'autoconsommation ou des boucles locales pour vendre aux citoyens, collectivités, mais aussi aux PME. Et donc, ce qu'on a essayé de finaliser, toujours en cours, c'est de dire, OK, on a commandé les turbines à Nordex, on a un tarif d'achat sécurisant pour la banque, mais on aimerait faire autre chose. Et donc, on continue de travailler pour voir comment on met en place de l'autoconsommation ou des boucles locales. Excellent. Très concret, et en plus vous avez fait de l'ingénierie et de l'innovation 2 fois, parce que vous avez dû, pour monter le projet, ensuite gérer la vente suite au recours qui a fait traîner les choses. Monsieur Guézel, un exemple concret de projet qui a été financé, que ce soit une réussite ou une frustration? On a de tout. J'aurais bien pris Féol, mais je vais prendre quelque chose. Parce que je peux parler des montants du coup en jeu si tu veux. Oui, non, mais je vais peut-être en prendre un autre du coup. Mais oui, Féol, juste en micro, Féol, c'est une très belle réussite pour nous, parce qu'on est content d'accompagner un projet comme ça de territoire citoyen. Il y a quand même 28 millions de CAPEX. Enfin voilà, et donc avec de l'ingénierie nous aussi, parce qu'on contribue nous à fiabiliser tout ça au service des citoyens. Parce qu'un contrat de crédit, c'est pas simple de ce montant-là. Donc il faut faire un certain nombre de vérifications, un certain nombre et nos intérêts sont alignés avec ceux des actionnaires.
parce qu'on vérifie beaucoup de choses, bien sûr, mais ce sont des risques en moins pour tout le monde, y compris les porteurs de projets. Donc, Féol, non, vraiment, c'est un très beau projet qu'on a terminé juste avant Noël. C'était bien, à 22h le 22 décembre. Donc, c'est un petit clin d'œil, mais ça prouve aussi que nous, on n'est pas avares dans les équipes de travailler nuit et jour sur des projets, parfois. L'exemple dont je voulais vous faire part, c'est un exemple qui est vraiment imbriqué dans le tissu agricole, parce que je vois mon ami Nicolas là, qui est très actif au niveau du Crédit Agricole du centre, et en finance des projets où il y a des centaines d'exploitations agricoles. Il y a un projet en Mayenne qui s'appelle Oudon Biogaz, que nous avons arrangé. C'est 26 millions de CAPEX, 21 millions de dettes. Et ça, outre la réussite du projet pour injecter 600 normaux dans le réseau, c'est aussi un projet qui permet d'assurer la pérennité de 80 exploitations agricoles. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Les projets d'énergie sont souvent des projets, en tout cas dès qu'ils concernent le monde agricole, des projets qui vont assurer une partie de la pérennité du tissu rural et donc du tissu aussi des petites PME locales, etc. Ouais. Et ça, je fais le lien avec le pouvoir public. Je pense que si j'avais un conseil à donner, mais les députés le savent bien dans la plupart des régions, il faudrait s'occuper de ça plus rapidement et plus sérieusement, y compris sur le photovoltaïque, de ne jamais perdre de vue que les mesures des pouvoirs publics qui vont faciliter l'essor du biogaz ou de l'agrivoltaïsme ou du nouveau décret S24 là, qui va arriver, il ferait bien de bien, à mon avis, mesurer l'impact en pleine crise agricole, hein, vous le savez bien tous, hein, l'impact du caractère vertueux de favoriser les énergies renouvelables en agriculture, parce que c'est un des leviers majeurs qui va permettre de pérenniser le tissu agricole en France. Et ça, on n'en parle pas assez. Moi, j'en parle beaucoup parce que j'ai longtemps été directeur du marché agri dans les banques pop, avant de faire des ENR. Mais c'est un levier majeur. Si on veut sauver les agriculteurs, aidons-les à faire des énergies renouvelables, du photovoltaïque. Sortons l'appel d'offres sur l'agrivoltaïsme. Facilitons tout ça, parce qu'il faut arrêter de faire des clivages entre agrivoltaïsme, etc. Il y a des zones en France où on ne peut même pas laborer. La roche à fleurs, machin. Et on dit, ah ben non, faut rien faire, etc. Alors qu'on mettrait des modules et on mettrait des élevages de moutons, ça convient tout à fait. Parce que ça rend service à l'agriculture, puisqu'il n'y aurait rien si les modules apportent de l'ombre, et ça permet d'avoir un peu d'herbe pour les moutons. Enfin, faut être simple. Hein. Mais les pouvoirs publics, moi, je fais un appel. Enfin, il faut qu'ils s'occupent de ça vite et bien. Et ça traîne pas 5 ans, parce que c'est maintenant. Et là, je suis complètement Frédéric. Il faut que ça aille vite. Et c'est pas compliqué si on veut s'en prendre les moyens, hein, de clarifier les choses. Peut-être un ou deux exemples de ce côté avant que... Je rebondis en effet, bien entendu, mais je sais que ça a été un fil rouge sur quasiment toutes les tables rondes. La stabilité réglementaire est absolument fondamentale. On a un modèle long, donc si on s'amuse à changer les règles tous les 3 mois, on va aller dans le mur de manière certaine. Je veux juste ramener aussi un exemple concret sur ce qu'on peut faire aujourd'hui en matière de financement. J'évoquais tout à l'heure les différents modes de financement qui existent aujourd'hui. On nous reproche souvent d'être des vilains petits canards financiers, de monter des projets qui ne sont que financiers. Je vais vous montrer très clairement l'inverse. Aujourd'hui, on a des industriels. J'ai un exemple, un client dans les Hautes-Alpes qui a vu sa facture multipliée par 6 post-Ukraine en gros. Donc aujourd'hui, certes, il a réussi à repasser sur des tarifs qui restent plus raisonnables, mais il a un kilowattheure en tout cas qui est aujourd'hui supérieur à 30 centimes. Il payait 12 il y a 2 ans, il a payé 60, aujourd'hui il est environ à 30 centimes, ça c'est concret. Et nous aujourd'hui, en travaillant avec lui, il a des gros investissements industriels à faire pour son entreprise, donc il ne peut pas investir dans le photovoltaïque, il n'a pas les moyens, il n'a pas le souhait en tout cas. Et nous, on vient l'accompagner, et aujourd'hui, on arrive à lui proposer un kilowattheure flat inférieur à 15 centimes pendant 20 ans.
Voilà, ça a du sens, c'est du concret, c'est de l'énergie locale. Elle est produite sur le toit, elle est consommée en local. Il fait baisser sa facture juste pour réaliser. Alors il a une courbe de charge qui correspond particulièrement bien au photovoltaïque puisqu'il fait du froid. Donc il a une économie qui frôle les 80%. J'insiste là-dessus. Quand on nous dit le photovoltaïque c'est de l'intermittent, bien entendu c'est de l'intermittent, je ne produis pas la nuit. Cependant, si je fais baisser sur certains modèles 80%, sur d'autres 50%, sur d'autres 30%, je prends. Voilà, il faut être concret. À un moment donné, on a des objectifs, il faut qu'on avance. Il faut arrêter de toujours chercher la petite bête. C'est sûr que ce n'est pas parfait, il manquera les 20%, il manquera. Donc, moi, je suis partisan d'un mix énergétique, bien entendu. Il faut aller chercher l'électricité sur le réseau. Mais en tout cas, on arrive, nous, grâce au nouveau système, au nouveau décret, à financer avec les banques une centrale. On revend l'électron en direct aux consommateurs sous le bâtiment. Je trouve ça super vertueux et pour le coup c'est clair, ça parle, c'est du concret. Un exemple, monsieur Duhamel? Oui, alors ça va être difficile de faire une surenchère d'exemples parce que vu les milliers de projets qu'on soutient en local, peut-être du coup je vais faire un pas de côté, et puisque Frédéric est à côté de moi et sans révéler de chiffres, mais pour dire que financer les énergies renouvelables, c'est aussi financer les entreprises qui développent des énergies renouvelables. Et donc je pense qu'il ne faut pas négliger que dans la façon de soutenir des développeurs dans leur expansion, il est important qu'on puisse mettre des fonds propres, des equity comme on dit, auprès de ces développeurs, ces entrepreneurs qui, vous l'avez vu, le font avec passion parce que ça leur donne des moyens de porter des projets, surtout quand il faut 2-3 ans pour un projet solaire et 6-7 ans souvent pour un projet éolien. Il faut les aider à faire ça. Donc voilà, c'est juste en faisant un pas de côté et peut-être aussi sur l'innovation. D'ailleurs, parce que, je le disais tout à l'heure, la question de l'évolution technologique, elle est quand même encore présente. La question des batteries est un sujet par rapport à l'intermittence, même si l'intermittence, on sait vivre avec, et donc il faut pouvoir aussi financer ces choses-là. Non, mais en plus, en combinaison avec financer le tissu rural, financer le tissu économique et les PME et les TPE, c'est des très bons points pour ensuite transiter vers la salle. Qui a des questions ou des commentaires? Super, les mains se lèvent. J'en vois 1, 2, 3 au fond. On va commencer, galanterie oblige, je vais jusqu'au fond de la salle. On va en prendre 3 des questions. Donc, petit exercice de mémoire, chers amis. Bonjour, alors déjà, merci de votre présence, c'est très instructif. Vous parlez beaucoup de thématiques photovoltaïque, éolien, biogaz. Moi, j'aurais souhaité savoir si actuellement vous accompagnez ou si vous souhaitez accompagner des projets de géothermie, notamment pour des collectivités, par exemple création, développement de réseaux de chaleur urbain par géothermie. Est-ce que c'est une thématique sur laquelle vous vous positionnez? Très clair. Ah d'accord. Très clair, je reviens. Oui, ça va être un peu plus efficace comme ça. Qui avait sa main levée? Oui, monsieur. Oui, c'était une question pour monsieur Duhamel. Qu'est-ce qui amène une banque à devenir un producteur et distributeur d'électricité? J'entends l'argument de l'engagement qui, je pense, est un vrai argument, mais vous pourriez être très engagé en restant dans votre cœur de métier aussi. Donc je voudrais avoir quelques éléments là-dessus. Très clair aussi. Et monsieur, la troisième, et après on laisse répondre. Bonjour, Colin de Bruno de l'asso Noise et Socolo des Mines de Paris. Alors, un des leviers du financement des énergies fossiles, c'est leur compétitivité par rapport, des énergies renouvelables. C'est leur compétitivité par rapport aux énergies fossiles. C'est bien parce que le solaire permet des économies qu'aujourd'hui il y a une explosion du solaire. Pourtant, les banques françaises aujourd'hui, les grandes banques françaises, financent encore massivement les énergies fossiles, bien qu'il y ait eu des plans de réduction et qu'il y ait une stratégie par rapport à ce sujet-là, ce qui est absurde par rapport aux accords de Paris, le financement des énergies fossiles. Après, on peut dire que les énergies fossiles restent un enjeu stratégique et on ne peut pas encore s'en passer pour l'instant, donc ça reste intelligent en tant que banque française de les financer pour que la France garde un contrôle sur ces énergies. Cependant, les banques ont une partie du pouvoir de décision quant à la direction globale de la société. Donc il y a une partie de la responsabilité quand même. Et tous les financements qui vont aux énergies fossiles ne vont pas aux énergies renouvelables. Donc encore une fois, réduire encore plus rapidement les financements aux énergies fossiles, c'est une manière d'augmenter les financements aux énergies renouvelables. Ma question c'est,
quelles sont les discussions qu'il y a en interne. Je m'adresse notamment à M. Duhamel au Crédit Agricole. Par rapport à ça, quelle est l'ambiance et notamment, je me demandais, en décembre 2023, il y a eu des annonces sur des réductions fortes. Quelles sont les pressions, quelles sont les discussions, quels sont les éléments qui ont pu mener à ce plan de réduction et comment on pourrait aller encore plus vite? Merci. Très bien. Une question sur la géothermie, sur les métiers Crédit Agricole, Fourniture Énergie, et puis sur le désinvestissement des énergies dans l'énergie fossile. Oui, je commence par la chaleur. Et puis, du coup, la chaleur, en fait, il y a évidemment beaucoup de métiers. Alors, il y a la géothermie profonde. Nous, on a, avec notamment CIPENR en Ile-de-France, essayé de nous mettre sur le secteur. Au final, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'avantages pour le territoire, pour les collectivités, à faire ça en régie, donc pas dans une logique de tiers financement. Donc on a plutôt, nous, côté énergie partagée, travaillé sur des réseaux de chaleur de petite taille en complément. Donc on fait historiquement beaucoup de bois chaleur. On a des projets type Forest ENR dans les Alpes qui accompagnent en fait des petites communes à mettre des chaufferies bois, des réseaux de chaleur au plus proche de la consommation. C'est quelque chose qui est en fort développement, sur lequel l'ADEME nous pousse aussi. Alors pas la chaleur bois, mais la chaleur en général. Et on a de très beaux exemples de réussite en Europe du Nord. Donc aujourd'hui, nous, on a des enjeux clairs à se mettre sur cette dimension-là, avec l'intégration de la géothermie de surface, le solaire thermique, pour avoir un mix et pour répondre à un besoin assez large. Ça fonctionne très bien aujourd'hui sur les petites entités. Là, en fait, on va être poussé vis-à-vis de la demande aussi des collectivités, à aller sur des segments qui sont des segments intermédiaires autour de 1 MW de puissance, qui aujourd'hui ne sont pas traités par les gros acteurs d'Alkia, IDEX et compagnie, et qui manquent de prestataires. Donc on va essayer de structurer ça en termes de financement. Après, on est sur une dynamique où c'est plutôt une logique de collectivité. Donc on est en partenariat fort avec les collectivités, les syndicats d'énergie, pour mettre en œuvre ça avec l'ADEME, d'un point de vue capitaux propres. J'enchaîne juste sur la géothermie. Oui, merci de votre question, parce que c'est pas des sujets très fréquents, mais qui sont très intéressants. Moi, j'aime beaucoup ces projets-là, parce que sur le plan technique, c'est très touchy. Hein. Il y a des audits du BMR, du bureau minier, il y a des aspects juridiques assez complexes. On a quelques sujets. Effectivement, c'est traité souvent dans le cadre de collectivités avec des DSP, des délégations de services publics, vers les réseaux de chaleur. Donc ça nous simplifie, nous, le traitement bancaire de ce genre de projet, parce que c'est pas évident d'avoir des business plans ultra fiable en termes de prédictabilité des chiffres d'affaires sur des géothermies en eau profonde, sur 20 ans, hein, parce que avec le soleil c'est plus facile, mais c'est des projets très intéressants. On sait les traiter, parce que c'est la même façon, hein, c'est la même façon de structurer des projets, mais c'est quand même assez technique. Et tout dépend bien sûr du niveau de dette. Hein. S'il faut faire des projets de géothermie de 5 à 10 millions, ça va être beaucoup plus simple que des grands projets de géothermie de 50 à 100 millions. Hein, parce qu'il y en a eu en France. Hein. Donc voilà. Et effectivement, tout ce qui est thermie, nous, on aime beaucoup ça, les chaufferies. Il y a un fort développement à venir avec des chaufferies biomasse de moyenne taille qui alimentent les réseaux de chaleur. Donc ça, bien sûr, c'est des sujets qu'on sait appréhender, quel que soit le montant d'ailleurs, et souvent d'ailleurs en pool bancaire avec nos amis du Crédit Agricole ou Caisse d'Épargne. Je vous en prie, Monsieur Duhamel, vous avez été sollicité dans deux questions. Deux questions. Donc, je vais commencer par celle de, oui, finalement, pourquoi Crédit Agricole s'engage là-dessus. À mon avis, il y a 3 niveaux de réponse et je dépasse bien le fait même des engagements du groupe. La première, c'est que justement, quand on parle d'engagement du groupe, il ne faut jamais oublier que le cœur
du Crédit Agricole, c'est les caisses régionales de Crédit Agricole. Et comme l'a dit Yann, et il a raison d'insister, nous, on est banque mutualiste, on est banque coopérative même, et on existe une caisse régionale, c'est souvent 1, 2, 3 départements, et elle n'existe que sur son territoire, au sens où sa vie, en tant que banque autonome de plein exercice, elle est liée au développement de son territoire. Donc sur un sujet aussi important du territoire, parce que les projets, ils ne se font pas à Paris, ils se font dans les régions. On en est l'illustration, Frédéric et à Rouen en particulier, mais même nous, Yann et moi, à travers finalement les financements qu'on accorde, c'est à chaque fois sur des projets locaux. Donc il y a notre finalement lien au territoire qui est un premier sujet. Le deuxième, c'est que, je l'ai dit, dans les 3 freins ou les 3 éléments importants à intégrer dans le modèle économique d'un projet, il y a la dimension justement économique. Et donc, finalement, être nous en capacité de développer avec des développeurs indépendants des projets pour lesquels on apporte les acheteurs finaux, c'est-à-dire qu'on va fournir, on va s'occuper de prendre cette énergie produite sur la base d'un projet qu'on a développé, co-développé, ça va permettre de garantir finalement l'économie, enfin l'équilibre du projet. Donc en ça, c'est un point important. Puis le troisième, c'est que finalement, dans le rapport avec la banque, nous, il se trouve qu'on a légitimement, je pense, acquis une place de tiers de confiance. Et donc, quitte à le faire avec quelqu'un, il vaut mieux le faire avec quelqu'un en qui on a confiance. D'ailleurs, j'aurais pu étendre plus largement sur le conseil. Il faut savoir que beaucoup de clients nous disent « mais est-ce que vous ne pourriez pas me recommander un artisan ? Parce que si c'est vous qui me le recommandez, je sais que sa santé financière est bonne, je sais que c'est un vrai sujet compliqué, mais ce qui est sûr, c'est que sur des projets, dans la mesure où nous, on s'affiche au capital producteur, on apporte cette sécurité pour celui qui va acheter, que ça soit, alors on n'a pas utilisé le mot jusqu'à présent, mais les entreprises qui contractent sur long terme, c'est les corporate PPA, je pense que vous connaissez le terme, mais voilà, on assure et le tri, on va dire, parmi nos clients, des entreprises qui peuvent être en mesure de souscrire ces contrats et surtout la viabilité pour l'entreprise qui le choisirait. Donc c'est en ça qu'on s'est senti légitime à le faire et qu'on vise déjà une première étape à 2 gigawatts de capacité de production à 2028. Et pour répondre à la question, alors ce qui était intéressant dans votre question, c'est que vous avez commencé par une mise en contexte très en nuance, et je vous en remercie parce que souvent on est hyper caricaturaux dès qu'on échange sur ces sujets. Je vous réponds de la manière suivante, c'est en plus je vais vous inviter à aller sur la chaîne du Parlement, sur Internet, puisque il se trouve que Philippe Brassac, le directeur général du groupe Crédit Agricole, a été interrogé par une mission sénatoriale sur le sujet, et en particulier sur nos liens avec Total Energy. Donc je vous invite à aller voir. Je vais commencer par 2-3 chiffres, simplement pour relativiser les choses, parce on pourrait imaginer que la banque a besoin de ces rapports, par exemple avec Total Energy, pour des questions économiques. Total, c'est moins de 0,1% de nos revenus. Donc ce n'est pas une dimension économique. La deuxième chose, c'est qu'on pourrait imaginer qu'on fait ça pour faire des masses et des masses de financement. Aujourd'hui, on a en encours dans le groupe plus d'encours de financement d'énergie renouvelable que de financement d'énergie fossile. Je peux même vous donner les ordres de grandeur. On est un peu plus de 13 et quelques milliards d'encours sur les financements d'énergie renouvelable. On est à 10 milliards d'encours sur les entreprises qui font des énergies fossiles. Et je mets bien cette nuance-là, parce que ce qu'on a annoncé, et vous y faisiez référence, en fin d'année dernière, on a annoncé, et ça fait un peu de bazar puisque M. Pouyanné en a parlé, on a décidé de ne plus accompagner les projets qui ont un lien aux fossiles. Parce qu'il faut savoir en parallèle que Total Energy souhaite être le premier développeur d'énergie renouvelable à horizon 2030. Je ne vais pas leur faire leur pub, mais ils lèvent beaucoup de capitaux. Ils vont chercher beaucoup, ce qu'on appelle des green bonds, des obligations vertes, pour financer. Donc sur ces projets-là ciblés, on continue de les accompagner, mais par contre, on a notre stock de financement sur les fossiles, mais qui va faire que décroître. Donc
je pense que, et c'était le point potentiellement polémique, c'est est-ce qu'on veut ou pas conserver ces choses-là? Je pense que de toute façon, à court terme, on est obligé encore de faire avec les énergies fossiles, mais c'est là où il faut qu'on soit le plus dynamique possible pour proposer une alternative via l'électrification et le développement des énergies renouvelables. En tout cas, notre engagement, les discussions, puisque vous parliez de ça, le groupe est totalement aligné, même si ça fait un peu de bruit, sur le fait qu'on arrête le financement des énergies fossiles. D'autres mains, je crois, quelle heure est-il, excusez-moi? Il reste 10 minutes. Oui, voilà, une petite dizaine de minutes, donc super. Merci beaucoup de votre engagement intellectuel dans cette table ronde. Je vous en prie. Bonjour, Aurélien, Énergie de Loire, donc on est aussi un développeur solaire et producteur d'énergie. J'avais une question plutôt pour nos amis banquiers, puisque vous financez des projets sur une vingtaine d'années, et vous avez des exigences aussi sur des programmes d'assurance. Donc le marché est organisé où on a nos banques de projets qui ont des exigences, et puis on a des marchés d'assureurs qui essayent de répondre à ces exigences, et nous on est un peu entre les deux, avec nos amis courtiers, on essaie de... Voilà. Mais comme vous êtes des banques, et aussi des banques assurances, j'aimerais savoir s'il n'y a pas une volonté stratégique et aussi d'essayer de proposer des solutions d'assurance, parce que ça serait peut-être plus simple, quelque part, si vous vous assuriez vous-même et si vous pariez vous-même dans ce contexte, ça nous simplifierait beaucoup la vie, je pense. Donc, voilà, merci. Bon, je vais démarrer. Enfin, Ah, pardon, oui. Il n'y a pas de mal. Bonjour à tous, Nelly Noubissier, syndicat des énergies de Seine-et-Marne. J'avais une question concernant les seuils d'investissement. Donc là, on entend parler de millions, mais est-ce qu'il y a un seuil minimal d'investissement que nos amis banquiers accompagnent? La deuxième question concerne le périmètre. Donc on entend local. Hier, on a assisté à une table ronde concernant les Outre-mer. Est-ce que votre accompagnement s'adresse aussi aux Outre-mer? En théorie, c'est oui, mais je peux vous dire que non. Sinon, je veux bien des cartes de visite. Voilà, c'est quelle forme? Est-ce que c'est uniquement des prêts ou des prêts longs, évidemment? Voilà, quelle est la forme de l'accompagnement? Et pour finir sur le périmètre, en Île-de-France ou en France métropolitaine, peu importe, est-ce que vos différentes banques, c'est des services spécifiques où on peut aller chez un conseiller financier qui a pignon, une agence qui a pignon sur rue et voilà. Est-ce qu'il y a des adresses spécifiques, des services spécifiques auxquels on devrait s'adresser? Merci. Je vous remercie pour la question très concrète, opérationnelle, sur comment on va financer ces projets. Ça fait 3 questions, donc je vous laisse. Allez-y. Bon, donc je reprends la question des assurances, qui n'est pas une question du tout simple. Hein. Enfin, je vais être très humble dans ma réponse, mais quand même, bien avoir conscience qu'avec les phénomènes qu'on connaît sur le plan liés au dérèglement climatique et donc l'augmentation des sinistres qu'on a tant inondations, tempêtes et ainsi de suite. On est de plus en plus nous-mêmes banquiers, là, côté banquier, challengés sur notre capacité à prouver que quand on investit dans un actif, ça n'est pas potentiellement un actif échu. Et en tout cas qu'il n'est pas potentiellement comme ce qu'on voit malheureusement, alors je connais très bien la ville de Saintes, mais encore pire dans le nord de la France, qu'on n'a pas investi dans des habitations qui vont être potentiellement inondées. Et donc, plus largement, dans les logiques d'assurance, on voit bien que la récurrence de certains phénomènes, et c'est vrai, des phénomènes de grêle sur du photovoltaïque, ça peut être, on peut prendre d'autres exemples, fait qu'on arrive aux limites du dispositif assurantiel tel qu'il est aujourd'hui. Et donc, à la fois, l'assurance nécessite un principe de mutualisation. On est obligé de se surassurer, enfin de s'assurer entre nous. Et en même temps, on voit bien que, y compris quand nous, on veut financer un projet, les porteurs de projets, les développeurs et les porteurs de projets rencontrent cette difficulté. Donc,
c'est vraiment quelque chose que nous, on adresse au sein de Crédit Agricole Assurance pour essayer de trouver justement des voies, parce qu'on ne peut pas dire on veut développer les énergies renouvelables et en même temps se retrouver avec l'incapacité à assurer des projets. Mais je veux vous faire toucher du doigt qu'on est quand même dans un moment où la vague de sinistres et la récurrence, et ça ne va pas aller en s'améliorant a priori, fait que c'est quand même pas si évident de trouver précisément des équilibres économiques. Et je ne crois pas dire de bêtises en disant que souvent la prime d'assurance que vous êtes amené à payer en tant que développeur maintenant atteint des niveaux importants et bouscule complètement le modèle économique. Donc voilà, j'éclaire juste sur le fait que c'est un sujet qu'on prend vraiment, mais qui est pas si simple à résoudre et qui, en plus, sur lequel on est très stimulé par la réglementation, y compris Banque centrale, enfin nos autorités de contrôle, pardon, mais quand vous allez là-dedans, est-ce que vous êtes sûr que l'actif va être durable en quelque sorte? Donc c'est une vraie difficulté du moment. Il faut qu'on trouve des solutions, ça c'est certain. On arrive proche de la fin, on va avoir le temps de répondre. Est-ce que, Monsieur Duhamel, de manière très courte, vous souhaitez répondre à comment concrètement on pourrait venir au Crédit Agricole pour financer des projets et un mot sur les Outre-mer si vous le souhaitez, oui, oui. Et un mot de conclusion de votre part aussi, et après on va faire la même chose avec tout le monde. Alors, d'abord les Outre-mer. Alors, Crédit Agricole, Martinique, Guyane, pour le coup, on fait des projets, j'en ai en tête. On est en train d'en faire un en biomasse sur la Guyane. Donc, je peux vous assurer qu'on en fait. Et c'est vrai en Guadeloupe, et c'est encore plus vrai à La Réunion, puisqu'historiquement, ça a déjà été développé. Donc, sur les Outre-mer, alors, excusez-moi si j'ai résumé à ces 4 départements, mais on a des implantations. Et là, je veux bien qu'on se voit à la fin. Je vous donne des coordonnées. Sur les modalités de financement, vous l'avez compris, on peut être soit en equity, enfin en fonds propres, soit en dette, donc haut de bilan, bas de bilan, et surtout, et c'est quelque chose qui se fait souvent avec les développeurs, on fait des joint ventures, enfin des co-entreprises, pardon, où on peut faire du tiers investissement, par exemple. Donc les modalités de financement, elles sont larges et à disposition. Donc, voilà. Et un mot de la fin pour vous? Un mot de la fin, non, merci de la qualité des questions, merci de l'invitation. Excellent, excellent. Monsieur Guézel, oui, même exercice peut-être? J'ai envie de dire tout pareil. On a les mêmes. Déjà sur le sujet assurance, Aurélien, effectivement, on sent qu'effectivement, il va falloir qu'on se saisisse plus fortement du sujet, puisque certains grands assureurs font un petit peu marche arrière, des assureurs spécialisés sur des grands projets. Soit font marche arrière, soit sont plus compliqués, soit sont plus chers. Voilà, donc, et nous, du coup, comme au Crédit Agricole, on réfléchit à apporter des solutions sur les différents segments, parce que vous l'avez bien compris, dans ces deux sujets-là, il y a différents segments. Il y a les projets de 0 à 500 000 euros, il y a les projets de 500 000 euros à des millions, puis il y a tous les projets de très grands projets. Nous, on est une banque d'affaires, on fait du financement structuré, donc plus de 5 millions minimum. Et on ira volontiers dans les dom-toms, mais à condition que ce soit pour plus de 5 millions, pour nous en tout cas. Et avec nos amis de la Bred, qui ont... C'est leur secteur, quoi, comme Crédit Agricole. Voilà, très clair. Mais merci beaucoup, très intéressant, je trouve, les échanges d'aujourd'hui. Frédéric Blanc, un dernier mot pour pas aucune frustration sur... Non, mais très, très brièvement, je voulais dire que le contexte, au final, il est quand même relativement favorable, relativement positif. Comme souvent dans notre beau pays, les voyants sont au vert, mais il faut se battre parce qu'on a un cadre qui est peut-être un peu plus rigide et un peu plus strict que dans d'autres contrées, mais les voyants sont au vert. Erwan Boumar, c'est vous qui avez le dernier mot dans cette table ronde. Ravi de ramener ça aux citoyens. Je vais être un petit peu moins optimiste. Nous, on a notamment sur l'énergie citoyenne, des citoyens, des territoires qui sont prêts, qui ont des projets. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, on a un contexte depuis 2 ans qui est compliqué, notamment d'un point de vue réglementaire, sur les tarifs d'achat. Les tarifs d'achat, en fait, on a depuis 2015 la loi de transition énergétique avec Ségolène Royal essayé de cranter des choses. Aujourd'hui, le rattachement, je ne vous cache pas, de l'énergie à Bercy, qui plutôt favorise les gros opérateurs, les grosses dynamiques, et une vraie inquiétude pour nous, alors qu'au niveau européen,
il y a des directives pour protéger les initiatives territoriales, locales, citoyennes. Aujourd'hui, on voit que ce qui a été fait sur la gouvernance partagée, ce qui a été fait sur certains tarifs d'achat pour protéger et mettre un peu hors du spectre très concurrentiel nos projets est un peu sur la table. Donc moi, pour le financement, en fait, aujourd'hui, les gens sont prêts à financer. Ils ont besoin de perspectives, ils ont besoin notamment qu'il y ait des assurances côté gouvernemental national. On nous a clairement empêché de cumuler des subventions régionales avec des initiatives nationales. Ça, c'était il y a 3 ans, c'était un gros frein sur la filière énergie citoyenne. Là, on a besoin que le cadre national il soit pérennisé, consolidé, en appui des directives et du plaidoyer européen qu'on peut avoir avec nos coopératives RESCOP. Moi, je dirais un dernier mot sur vous. C'est pour ça aussi que vous avez une association nationale qui fait justement du plaidoyer, en plus de Énergie Partagée Investissement, qui est l'acteur qui... On est d'accord. Tout à fait. Ouais. Aujourd'hui, on est très schizophrène, hein, pas Énergie Partagée, mais voilà, on a des interlocuteurs côté DGEC qui m'ont bien compris. Direction Générale Énergie Climat. Climat, ouais. Donc, on va dire le ministère de la Transition énergétique. On a des communes, des collectivités, des collectivités régionales qui poussent sur ces aspects-là. Si l'épée de Damoclès de Bercy ne prend pas en compte cette dimension acceptation locale, dynamique locale, mais favorise que les gros projets, on va avoir du mal à sortir nos projets territoriaux qui sont a priori quand même ce qu'on veut au niveau national pousser pour une meilleure acceptation des projets d'énergie renouvelable localement. Merci à vous 4, c'était un plaisir d'échanger avec vous, c'était un plaisir de répondre à vos questions aussi. Merci de votre participation. Finançons les énergies renouvelables dans le bon sens, la diversité de taille de projets, des sources d'énergie et en impliquant l'ensemble des parties prenantes. On a plein de solutions, allons-y, on accélère et très très bon reste de Power Earth Summit à vous toutes et tous. Merci.